Bien, on va poursuivre notre matinée. On va essayer de terminer à peu près à l'heure. Il y aura un peu de retard, mais on va essayer de faire ça au mieux. Je suis très contente de vous présenter les intervenants suivants qui vont avoir l'occasion de nous parler de cette thématique qui est complexe et extrêmement d'actualité, qui est la radicalisation des jeunes notamment. Nous avons Madame Agnès Huleux, qui est conseillère technique, responsable départementale de l'action sociale en faveur des élèves de l'Académie de Créteil, donc qui doit avoir une expérience de terrain tout à fait passionnante à partager avec nous. Mais on en est sûr. Et à côté de moi, Monsieur François Bonnecarrère, qui est vice-procureur du parquet des mineurs de Paris et référent radicalisation. Donc, on va vous écouter. On va commencer par Madame Huleux. Je vais faire l'affreuse gendarme du temps. D'accord. Une vingtaine de minutes chacun pour qu'on ait vraiment un temps d'échange avec la salle sur cette thématique-là. Voilà. Bonjour. Vous m'entendez, ça va? Je n'ai pas besoin de le tenir en main? Bon, ok. Donc, je suis responsable d'un service social scolaire dans le Val-de-Marne, donc 72 assistantes sociales qui interviennent dans les collèges et les lycées du département, pas tous, hein, mais les lieux les plus en difficulté. Et avant de vous parler de radicalisation, mais de façon très, très humble, je vais d'abord vous parler de notre service et comment on se situe par rapport à la violence des jeunes. Donc, le service social en faveur des élèves est un service particulièrement adapté aux adolescents. Quand il est présent, il fait partie de leur environnement quotidien, l'école. L'assistante sociale scolaire est soumise au secret professionnel et elle intervient dans un cadre qui favorise la prise de parole des adolescents et un échange dans un climat de confiance. Grâce à cette relation peut se créer un accompagnement de proximité qui arrive à un moment intéressant dans la vie du jeune, puisqu'à l'adolescence, il commence à élaborer sa vie actuelle, à revenir sur son enfance, à pouvoir mettre des mots sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il vit avec ses parents actuellement et ce qui le met en difficulté. Il peut prendre de la distance. Donc l'autorisation parentale pour rencontrer un jeune n'est pas nécessaire. Les délais de rendez-vous sont réduits. La rencontre peut se dérouler dans l'immédiateté si nécessaire. Mais naturellement, dans la majorité des cas, les assistantes sociales scolaires rencontrent la famille, effectuent un travail de médiation avec les parents et un travail d'évaluation globale de la situation de l'adolescent pour repérer les facteurs de vulnérabilité et de protection nécessaires. L'intervention est certes suspendue au temps scolaire, mais l'assistante sociale scolaire peut devenir un référent stable tout au long d'une scolarité, les 4 ans de collège et ensuite les 3 ou 4 ans de lycée, ce qui n'est pas toujours le cas des référents des institutions extérieures qui souvent sont changés au fur et à mesure des mesures. Donc, leur rôle principal, c'est de permettre des relais et des orientations vers les institutions extérieures, les services sociaux, départementaux, éducatifs, santé, psychiatrie, infanto-juvénile, structures judiciaires concernées par la prise en charge des adolescents, la police, etc. etc. Mais je voulais souligner une particularité, c'est qu'elles interviennent souvent dans les failles institutionnelles, notamment les temps d'attente des prises en charge éducatives, judiciaires et psychologiques. Sans prendre la place des autres intervenants, des autres institutions, elle donne du sens à cette attente, pour que ça ne soit pas simplement une attente, mais aussi une possibilité de continuer à investir la scolarité, la vie sociale, comme tous les autres jeunes, malgré leurs différences et leurs difficultés. Je vais vous donner un exemple de faille. Une jeune fille qui révèle à une assistante sociale scolaire, une jeune fille de 14 ans qui révèle un inceste de la part de ses 2 frères jumeaux âgés de 2 ans plus qu'elle. Suite à cette révélation, à ce signalement de l'assistante sociale scolaire, les 2 garçons sont incarcérés et la jeune fille, naturellement, est adressée à la police, est adressée au service comment on appelle ça, d'unité médico-judiciaire. Elle a un rendez-vous prévu avec un psychiatre, certainement pour évaluer la véracité de ses paroles, entre autres. Et c'est tout. Et donc, dans ce temps après la révélation,
En fait, il s'avère que les garçons, les auteurs, sont pris en charge. Ils sont certes incarcérés, mais en prison, ils voient médecins, infirmières, psychologues, éducateurs, ils ont vu juges, etc. Enfin, la jeune fille aussi. Ils ont donc, entre guillemets, une sorte de prise en charge. Alors que la jeune fille et les parents, qui sont complètement terrorisés par cette situation, se retrouvent bien seuls par rapport, suite à cette révélation. Et en fait, on est là pour non pas faire le travail d'accompagnement, mais enclencher quelque chose, ne pas les laisser seuls, orienter, voir les parents, les orienter vers un service spécialisé d'écoute, en attendant l'intervention qui se fera 3 ou 4 semaines après de l'éducatrice spécialisée. Mais cette intervention, elle aura lieu vis-à-vis des garçons, pas vis-à-vis de la jeune fille. Et donc là, on est là aussi pour solliciter les services mandatés pour qu'ils interrogent le juge des enfants sur la nécessité aussi d'une intervention auprès de la jeune fille qui lui permettra de prendre sa place dans cette famille compliquée par rapport à des parents qui sont au début dans le déni de ce qui s'est passé. Un autre exemple de limite des institutions extérieures, une situation de jeune fille transgenre, donc qui se présente plutôt comme un garçon. Donc il y a une intervention d'une éducatrice mandatée dans le cadre d'une mesure judiciaire et elle s'occupe de l'affectation de cette jeune fille, de ce garçon plutôt, dans le collège. Mais elle raconte la difficulté, la particularité de ce garçon et les difficultés que ça a donné dans le foyer où il était hébergé et aussi les difficultés de la mère. Et le principal refuse de scolariser ce jeune parce qu'ils ne se sont pas capables d'aborder les problèmes qui vont peut-être arriver, les problèmes de groupe, etc. Et en fait, donc elle fait appel au service social scolaire. Et là, on essaye de trouver un lieu, d'abord un principal qui va accepter de travailler avec cette problématique, je parle des années collège, et qui va pouvoir faire un travail avec le service de soins, les professeurs, pour que ce jeune puisse grandir le mieux possible avec ses difficultés qui sont vraiment particulières. C'est pas un adulte et, au moment de l'adolescence qui est en train de se modifier, qui refuse ces modifications corporelles. Et qui a des difficultés à vivre ce changement à l'école. Donc, l'accompagnement concerne aussi bien les jeunes victimes qu'auteurs. L'objectif est de faire en sorte que la violence subie ou agie ne soit pas à l'origine d'exclusion scolaire. Et l'idée, c'est de favoriser l'accueil dans un établissement de rescolarisation, l'accueil de l'élève et de la famille. Mais l'école ne peut pas apporter une réponse à toutes les difficultés des adolescents, ces adolescents qui mettent en difficulté l'école, naturellement, mais qui mettent aussi en difficulté les autres institutions médicaux, judiciaires et éducatives. À la direction académique du Val-de-Marne, nous organisons des réunions régulières avec l'ASE, la PJJ, les COP spécialisés qui interviennent auprès des jeunes sous mesure judiciaire et aussi en milieu carcéral. Ces réunions de réflexion concernent les situations d'élèves plus réexclus, de conseils de discipline, 3, 4, voire 5. Et naturellement, la violence des paroles et des actes de ces adolescents est souvent à l'origine des exclusions. Nous cherchons ensemble comment élaborer un parcours scolaire personnalisé, un choix d'établissement, une préparation d'une scolarisation adaptée, avec quelquefois un temps partiel de cours en complément avec des structures de l'ASE ou de la PJJ ou d'autres structures, des périodes de stage. Mais dans certains cas, la scolarisation dans un établissement scolaire ordinaire devient impossible. Mais alors, c'est une décision collective que nous prenons de ne pas scolariser ce jeune dans un établissement ordinaire et de prioriser le soin plutôt que l'école. Voilà. Donc, l'investissement scolaire, social, le projet de formation, un projet professionnel sont des facteurs de résilience pour les jeunes, auteurs ou victimes de violences. Mais il faut bien constater que les opportunités de se reconstruire, en partie naturellement grâce à ces supports, sont plus difficiles à saisir. L'école est un lieu où peut s'exprimer et se repérer toutes les formes de violence. La violence au sein de la famille, entre les élèves et les adultes.
De la simple insulte à l'agression physique grave, en passant par le harcèlement individuel, collectif, l'abus sexuel, l'humiliation, la discrimination sexiste, raciste. Avec souvent recours aux réseaux sociaux sur Internet et au téléphone portable pour la propagation de rumeurs diffamatoires, discriminantes, sexistes et photos humiliantes. Mais la violence subie par un grand nombre d'adolescents est aussi la violence sociale. Lieu de vie dans des quartiers de relégation avec des concentrations de personnes en grande difficulté, où se trouvent aussi les écoles et les collèges sans grande mixité sociale, chômage des adultes, précarité des logements du travail, manifestation de délinquance, pauvreté. La pauvreté à elle seule n'explique pas la violence, mais elle devient génératrice de violence quand elle est associée à d'autres problématiques, comme le manque de lien social, les carences affectives, l'état dépressif des parents, l'isolement des mères, la perte de repères et le repli identitaire. Ces violences subies, on pourrait dire muettes, insidieuses, pas toujours visibles directement à l'école, se cristallisent dans les comportements des élèves et envahissent leur expression verbale et corporelle. Les faits de violence se révèlent dans les établissements scolaires, pas forcément plus nombreux, mais en tout cas sont caractérisés par des expressions de plus en plus inquiétantes, plus graves, et par des jeunes particulièrement jeunes en âge, moins de 15 ans, y compris en école élémentaire. Ces événements perturbent gravement la communauté scolaire, personnel et élèves. Certains événements hors du commun, qui ne devraient pas avoir lieu dans un lieu ordinaire d'apprentissage, sur les lieux de scolarité, tels que des meurtres, des suicides par défenestration dans l'école, agressions physiques avec armes, marteaux, pelles, couteaux, agressions de bande, utilisation machiavélique de jeunes filles pour attirer des garçons et après des agressions en groupe qui, dans certains cas, donnent lieu à des comas, des agressions donc très graves. C'est pourquoi l'Éducation nationale a été obligée de mettre en place des dispositifs et des protocoles adaptés. Soutenir les établissements pour évaluer et maintenir un climat scolaire favorable à des conditions d'apprentissage apaisées et sécurisées, pour mesurer, prévenir la violence et réagir face à des actes violents, pour savoir comment répondre et se positionner en cas de harcèlement. Il existe une remontée quotidienne des incidents violents, suivant leur degré de gravité, par les chefs d'établissement auprès de la direction académique et certains auprès du parquet du tribunal. Non seulement pour quantifier et qualifier le climat scolaire vécu par le terrain, mais surtout pour proposer aux équipes des conseils techniques, le concours et le renfort de personnel pour les aider sur le terrain, des psychologues scolaires, équipes mobiles de sécurité, mise en place de cellules de crise avec ou non la participation des équipes spécialisées comme la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique départementale. Quand un fait traumatisant s'est déroulé dans un établissement, une mort, une agression, un suicide, des cellules d'écoute des élèves et des personnels sont mises en place aussitôt et quelquefois pendant plusieurs jours, avec les personnes ressources de l'école concernées, mais aussi avec d'autres établissements à proximité, assistantes sociales, médecins, infirmières. Je l'illustre par un exemple qui va me permettre de faire la transition avec les phénomènes de radicalisation. Le lundi, après l'attaque du terroriste du Bataclan, des cellules se sont mises en place dans des établissements touchés plus directement par cet événement terrible, la mort d'une enseignante, d'une institutrice, le décès d'un père d'élève d'école primaire, une lycéenne blessée gravement à une terrasse de café. Comment annoncer aux élèves, comment soutenir les professeurs, trouver les mots pour parler aux élèves et expliquer l'incompréhensible, faire face à la douleur. Comment quelquefois remplacer un professeur qui ne peut pas parler du décès de sa collègue à une classe, et c'est souvent les assistantes sociales ou les infirmières qui s'en chargent. Comment aussi se positionner face à un élève qui semble justifier ses actes injustifiables. Comment repérer, évaluer un processus de radicalisation, la réalité de son embrigadement, de ses menaces, de ses paroles. Quel conseil technique donner à une collègue qui se retrouve face à un jeune qui dérive dans cette voie ? Ça a été vraiment très compliqué et très vite on a été pris par cette problématique, tout l'ensemble des personnels et peut-être plus particulièrement les services sociaux, parce que dans le cadre d'un entretien individuel, les élèves peuvent se confier et aller plus loin dans leurs paroles et dans leur questionnement justement par rapport à ce risque de radicalisation. Il y a eu le cas tout de suite, 15 jours après l'attaque de l'hypercachère de Vincennes, une jeune fille qui dit à une collègue assistante sociale qu'elle fait partie de la famille de Koulibaly, qu'elle part au Mali pour
assisté à la cérémonie suite au décès de Koulibaly organisée par la grand-mère, qu'elle connaît bien la femme de Koulibaly qui est partie en Syrie enceinte, etc. Et la collègue, donc 4 jours avant le départ au Mali, qui me dit ça, et qui dit ça à ma collègue adjointe chargée de la protection de l'enfance. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce qu'on n'en fait rien? Dans une situation ordinaire, les parents ont le droit de partir au Mali, même hors vacances scolaires, pour une raison personnelle. Et vraiment, on a été désemparés. Je ne savais pas quoi conseiller à ma collègue. J'ai appelé le juge des enfants responsable du tribunal de Créteil, et lui aussi embêté. Et en fait, la famille a été convoquée chez le juge des enfants avant ce départ au Mali. Et il s'avérait que c'était plutôt faux. Enfin, je pense que c'était faux. Une autre fois, et très vite après, j'ai rencontré une assistante sociale à Toulouse qui avait rencontré Mohamed Merah au collège, mais très peu de temps, mais qui surtout s'était occupé de jeunes, lui n'était plus au collège, mais qu'il continuait à voir, qui essayait d'attirer ces jeunes garçons dans la voie du djihadisme. C'était vraiment il y a longtemps maintenant. Et elle s'était arrangée pour que ces jeunes partent en grandes vacances avec les équipes de prévention. Ceci dit, elle avait fait un signalement au procureur concernant Mohamed Merah en disant que ce jeune était dangereux pour la société. Des concours de circonstances ont fait qu'elle n'a pas appelé le procureur, elle n'a pas insisté, peut-être que ses mots n'étaient pas assez percutants. Enfin bref, de toute façon, ça n'aurait peut-être pas empêché ces agressions. Bon, il y a eu les morts d'enfants, les morts d'adultes, et c'est vrai que cette collègue, je l'ai rencontrée, elle était très, même si elle a été décorée, ça lui faisait une belle jambe, elle était très perturbée parce qu'elle se disait tout le temps, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas dit, j'aurais dû, etc., etc. Et finalement, on en est resté là. Donc c'est très difficile d'évaluer. On est au début, je vais pas donner de réponse. On est plutôt dans les questionnements. Au niveau de l'éducation nationale, on essaye de former tous les personnels, surtout les directeurs, les CPE, les personnels médico-sociaux. On essaye d'orienter les parents vers le numéro vert du ministère de l'Intérieur, les parents inquiets. Et au niveau de chaque département, vous savez qu'il existe une cellule départementale de prévention de la radicalisation, coordonnée par la préfecture. Et dans le Val-de-Marne, je pense comme d'autres départements, toutes les institutions s'occupant des jeunes et des adultes sont représentées, comme l'ASEL, le parquet, la PJJ, la brigade de protection des familles, des associations qui évaluent les situations, et l'éducation nationale représentée par le proviseur de vie scolaire. Il s'agit d'échanger des informations, la police aussi. Il s'agit d'échanger des informations, répartir les évaluations des situations et surtout suivre les situations. Ces jeunes-là qu'on repère ne sont pas forcément repérés par des actes violents. Ils inquiètent par des changements de comportement, d'habillement, font référence à la religion, de conversion brutale, parlent de sites internet Daesh, ne veulent plus faire de sport ou écouter de la musique, ne regardent plus les femmes, ne veulent plus leur serrer la main, sont absents. Les jeunes filles se voilent du jour au lendemain. Mais tout ça sont des signes qui peuvent aussi être des signes de provocation de la part d'adolescents. Et le travail principal du service social scolaire, c'est plutôt d'essayer d'évaluer au mieux, naturellement les situations, et c'est compliqué, de ne pas rester seul, et surtout de rester vigilante et d'aider les autres personnels à ne pas dramatiser certaines situations, à ne pas tout de suite penser à une radicalisation, alors qu'il s'agit d'actes isolés et pas forcément très inquiétants. Voilà. En tout cas, l'objectif de l'école, ce n'est pas d'exclure ces jeunes qui restent scolarisés, observés par des personnels, on reste vigilant, mais l'idée, c'est de les laisser à l'école, naturellement, et qu'ils puissent avancer comme les autres jeunes et justement s'écarter de cette voie de radicalisation. Voilà, merci.